Bonjour tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue au Balado Box le compte de 8. Cette semaine à l'émission, Errol Spence Fils montre qu'il est remis de ses blessures. Daniel Dubois a-t-il abandonné? Et un samedi particulièrement bien rempli et c'est avec un plaisir renouvelé que j'accueille Monsieur Adrien Maher. Salut Francis. Adrien, on n'était pas censé revenir à la fin de l'année, mais comme je ne peux rien te refuser quand tu m'as proposé de faire un épisode dans la foulée du combat d'Errol Spence, écoute, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai accepté. C'est un combat que j'attendais, pas tant pour, disons, la qualité de l'affrontement, parce qu'en temps normal, je ne faisais aucun doute dans mon esprit qu'Errol Spence battrait quand même assez facilement Danny Garcia, mais il y a des facteurs atténuants, à savoir qu'Errol Spence était de retour environ 14 mois après avoir subi un terrible accident de voiture qui ne l'avait quand même pas blessé sérieusement, hormis on a vu les photos qu'il avait publiées, là, et était magané du visage, mais sinon, pas eu de blessure physique. Et comme il fallait s'y attendre, Errol Spence, on l'aurait pas laissé monter dans l'arène si on avait jugé qu'il n'était pas prêt, parce que c'est quand même un des meilleurs boxeurs au monde. Hein. Ça dépend des publications qu'on regarde, mais personnellement, je le classais peut-être 4 ou 5 dans mon classement des meilleurs boxeurs livre pour livre. L'emporte par décision unanime des juges, une carte de 117-111 et deux cartes de 116-112. Et ce qui a été fascinant, c'est vraiment, on a vu un des meilleurs boxeurs au monde à l'œuvre. Il a vraiment complètement neutraliser Danny Garcia, qui n'est pas piqué des verres, là, un ancien champion du monde dans 2 catégories de poids. Ouais, c'est exactement ça. Il l'a neutralisé, il l'a empêché de développer sa boxe habituelle. On a reconnu le Spence habituel qu'on connaissait, un gars qui est fluide, qui est très très bon in and out, qui va rentrer, envoyer sa combinaison et ressortir très rapidement, hors de danger. Et en face, on n'a pas tant reconnu Danny Garcia, je m'attendais à le voir un peu plus agressif, à ce qu'il lance un peu plus de coups, mais il a eu du mal à déclencher. Et ça, c'est parce que Spence l'a empêché avec justement cette excellente gestion de la distance. Et donc, j'étais un petit peu déçu quand même par Garcia. On l'a vu à la toute fin du combat, dans les 15 dernières secondes, il a donné tout ce qu'il avait. Il aurait peut-être pu le faire un peu plus tôt, mais c'est plus facile à dire qu'à faire quand il y a un boxeur de la qualité de Spence en face. Mais Spence, le seul petit truc que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il n'y avait pas ce petit facteur supplémentaire qu'on a pu voir chez Terence Crawford, par exemple, dans son dernier combat. Il se contente de remporter le combat d'avoir un contrôle technique. C'est très sévère comme jugement, mais il cherche pas, comme Crawford, à terminer le combat, à être un peu plus spectaculaire, si tu veux, même si sa performance était impeccable au niveau technique. C'est peut-être le seul reproche qu'on peut lui faire, mais à part ça, on n'a pas vu de rouille de son côté. On a revu vraiment le même Spence qu'on connaissait. Donc ça, c'est un excellent signe, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas non plus de séquelles mentales après son accident. Il aurait, je sais pas, peut-être pu être un peu plus hésitant, ou que ça allait affecter d'une manière ou d'une autre, mais on n'a pas vu ça du tout de son côté. Donc ça, pour moi, ça met très bien la table à un affrontement contre Crawford. C'est le combat que tout le monde veut voir, et j'espère juste qu'on va pas avoir la même chose qu'entre Mayweather et Pacquiao, qu'on va attendre beaucoup trop longtemps avant de voir ce combat-là, parce que c'est vraiment l'affrontement à faire, et il faut battre le fer quand il est chaud. Il ne faut pas attendre, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, une défaite d'un côté ou de l'autre, une blessure, peu importe, on pourrait ne jamais voir ce combat-là, et ça serait un drame pour la boxe. Oui, parce qu'en temps normal, on n'aura aucune difficulté à imaginer qu'on pourrait remplir, peut-être l'aréna des Golden Knights, le T-Mobile Arena à Las Vegas. On sait que c'est souvent les casinos qui achètent les billets, donc on est capable de générer beaucoup de revenus au guichet. Un événement qui susciterait énormément d'intérêt, parce que c'était présenté à la télévision à la carte, Spence contre Garcia. C'était présenté au stade des Cowboys de Dallas, donc c'est une énorme enceinte. On est en mesure de respecter la distanciation, même si je vais faire une petite parenthèse. Le descripteur Brian Kenny se vantait qu'il y avait des règles sanitaires qui étaient imposées. Bon, toutes les transactions aux concessions se faisaient
sans contact. On dit tout le monde porte un masque, puis le plan de caméra suivant, on voit quelqu'un qui pianote sur son téléphone portable, pas de masque. On a vu un des deux jumeaux, Charlo, celui qui est champion à 154 livres, faire une entrevue, pas de masque. On a vu Terence Crawford, pas de masque. Donc, c'est un peu particulier. Là. On se vante qu'on respectait le protocole à la lettre, mais il y avait des preuves assez flagrantes que ce n'était pas le cas. Mais bref, on n'a aucune difficulté à croire que ce combat-là, Spence contre Crawford, c'est le combat, comme tu l'as mentionné, qu'on veut voir. Vraiment une rencontre au sommet entre deux des meilleurs boxeurs de leur génération, qui sont considérés les deux assurément dans le top 5 livre pour livre. Mais malheureusement, on n'a pas senti d'engouement de part et d'autre, parce que Crawford s'est battu récemment. Et lui, c'est surtout le nom de Manny Pacquiao qui avait été évoqué. Et dans le cas de Spence, il y avait l'occasion, on lui a demandé, on lui a offert la question sur un plateau d'argent, qui veux-tu affronter pour ton prochain combat? Et sa réponse a été assez particulière. Il a dit, moi, je vais aller me reposer dans mon ranch. Je viens d'en acheter un, j'ai des chevaux, des poules, 2 vaches. Là, dans le fond, pour le moment, là, ce que je veux, c'est profiter de la vie, réfléchir. J'ai vécu beaucoup d'adversité au cours de la dernière année et demie. Donc, c'est ça, là, j'entends me reposer. Et naturellement, les journalistes sont allés voir Bob Arum et dans une entrevue à The Athletic, lui a dit, à ses yeux, là, c'est sans équivoque, Errol Spence ne veut rien savoir d'affronter Terence Crawford parce que la réponse est simple, c'est un boxeur qui est très bien payé pour affronter des boxeurs qui n'ont absolument aucune difficulté à vaincre. Donc, pourquoi ferait-il autrement? Et Bob Arum, qui célèbre, je pense aujourd'hui même, ses 89 ans, a vécu beaucoup de choses dans le monde de la boxe. Il est allé du commentaire suivant qu'on est vraiment loin des années 1980, quand des boxeurs comme Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns, Marvin Hagler ou encore Roberto Duran, eux, ils voulaient absolument s'affronter les uns les autres. Ils voulaient prouver qu'ils étaient les meilleurs, qui étaient dans le fond, déterminer celui qui était le roi de la montagne. Et il dit, c'est simple, si Al Haymon m'appelle, en 10 minutes, on est capable de régler tout ça, mais lui, il est loin d'être convaincu là, que ça va arriver. Ouais, et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que Crawford a plus insisté sur le nom de Pacquiao, parce que tout le monde sait qu'il veut se battre contre Spence, mais il n'est pas très enthousiaste, il n'est pas très positif à savoir que ce combat-là va se matérialiser. Donc, il se cherche quand même d'autres options valables. Je pense que c'est pour ça qu'on parlait beaucoup de Pacquiao. Mais on voit que c'est clairement du côté d'Al Haymon que ça bloque. Al Haymon a une politique de garder tous ses boxeurs dans un petit cercle fermé, de les faire s'affronter entre eux. C'est ce qu'il fait depuis des années. Mais c'est pas ça qu'on veut voir dans le monde de la boxe. Et tu parlais des bourses. Spence a touché la plus grosse bourse de sa carrière, c'était 8 millions pour affronter Danny Garcia. Entre l'adversité qu'il a connue dans ce combat-là et la bourse qu'il a reçue, on comprend qu'il ne veuille pas affronter un gars aussi dangereux que Crawford. On sait qu'il y a encore il y a beaucoup de boxeurs chez les 147 livres. Du côté de Al Haymon, il y a aussi Keith Thurman qui est là. Il y a Sean Porter contre qui il s'est déjà battu, mais qui lui avait offert un très bon combat. Donc, il a quand même d'autres options. Il y a Yordenis Ugas aussi. Il y a d'autres options pour lui dans la famille Al Haymon, dans la famille PBC. Et c'est la question de risque contre le versus reward. Excuse-moi, je n'avais plus en français. Récompense. Merci. Et c'est triste, mais c'est comme ça que beaucoup de boxeurs voient leur sport maintenant. C'est cet équilibre entre les deux aspects. Et il n'y a plus tant pas pour tout le monde, mais il y en a beaucoup qui n'ont plus ce côté où ils veulent être le meilleur de la catégorie. Et ça, c'est dû aussi à toutes ces histoires de fédération qui font qu'il y a tellement de champions qu'on finit par s'y perdre. Et on peut faire sa carrière dans une ou deux fédérations et complètement fermer les yeux sur l'autre. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué dans le broadcast de PBC, à un moment donné, on montrait tous les champions à 147 livres. Alors, il y avait ceux qui avaient les ceintures argent, les ceintures intérimaires. Par contre, il n'y avait pas Terence Crawford. Il n'était pas là, il n'existait pas. C'était comme s'il était dans une autre galaxie, dans un monde à part. Il apparaissait pas dans le tableau. Donc, on l'ignore totalement. Et quand on voit ça, on se dit que j'ai très peu d'espoir de voir ce combat-là se matérialiser, en tout cas dans un futur proche.
peut-être que pour ça, il faudrait que Spence quitte la famille PBC, mais quand tu es payé les bourses qu'il reçoit pour les combats qu'il fait, ben, c'est sûr que t'as pas envie d'aller voir ailleurs. Est-ce qu'il y a C'est peut-être aussi malheureux, l'hypothèse? mais Est-ce qu'il n'y a pas vas-y. l'hypothèse aussi qu'on craint d'une certaine manière Terence Crawford? Parce que quand j'ai vu Errol Mhm. Spence et Danny Garcia de très près, on pouvait sentir, là, c'était visible, l'énorme différence de gabarit entre les deux boxeurs. Tout comme Mhm. Danny Garcia, Terence Crawford aussi a été champion dans les catégories inférieures, mais c'est quelqu'un dont on a pu voir au fil des années quand même une bonne force de frappe parce que Danny Garcia était Mhm. en mesure d'atteindre solidement son adversaire pendant le combat. Bon, on n'a pas eu des statistiques incroyables au chapitre des coups en puissance, là, 103 en 338 Mhm. pour 31 mais chaque fois qu'il l'a atteint solidement, je pense notamment à un uppercut au milieu du combat, Spence n'a pas figé. Crawford a été capable d'une certaine Ouais. manière de transposer sa force de frappe au fil des catégories, quand même ajouter quelques livres à sa charpente au fil des années, mais est Mhm. capable de terminer ses combats comme on l'a vu la dernière fois contre Kell Brook, qui lui est, à mon avis, un véritable mi-moyen, là, a fait Ouais. toute sa carrière dans cette catégorie de poids-là. Donc, Mhm. est-ce que tu es d'avis qu'on se dit on ne veut pas courir le risque aussi payant soit-il? Ouais, parce que je pense que s'il était convaincu de remporter ce combat-là, euh, il irait affronter Crawford, mais c'est la question du risque trop élevé, parce que s'il perd ce combat-là, il perd un peu, il perd un peu tout ce qu'il a construit jusqu'à maintenant dans sa carrière. C'est pas complètement, mais il perd un peu de son aura s'il perd ce combat potentiel contre Crawford. Donc, c'est sûr que s'il n'accepte pas le combat, c'est qu'il n'est pas convaincu qu'il va le remporter. D'ailleurs, je pense que Crawford remporterait ce combat-là s'il a lieu, justement par ce côté plus méchant, ce côté plus bagarreur que technicien, si tu veux. C'est un très bon technicien, Crawford, mais c'est surtout un fighter, c'est un combattant, c'est un gars qui va pour se battre, alors que Spence a parfois le côté où il va être plus, il va pour dominer techniquement, mais pas forcément pour faire mal à l'adversaire. Et ça, je pense que c'est ce qui ferait la différence dans ce combat-là. Mais ouais, à mon avis, si Spence n'insiste pas pour aller affronter Crawford, c'est qu'il n'est pas convaincu qu'il remporterait ce combat. Tu as terminé, dernier point sur ce combat-là. Du côté du clan de Danny Garcia, je pense que les conclusions ont été faites assez rapidement. On sait qu'il est entraîné par son père Angel et lui il a dit ben, Mhm. là, tout ce que le monde va dire, tout ce que le monde a remarqué, puis même un peu la défaite que Danny Garcia avait donnée, c'est qu'il n'a jamais été en mesure de contrer le jab. Et Oui. pour Angel Garcia, c'est ben, tu étais capable de le contrer. Puis un des moyens de gagner un combat, c'est de lancer des coups puis atteindre la cible pour obtenir la faveur des juges et t'en as tout simplement pas fait assez. Donc, Mhm. dossier réglé là, Je suis du tout à fait côté d'accord. de. Ouais. C'est, bah, Adrien, ça a été ouais. un événement présenté à la télévision à la carte et j'ai trouvé qu'il y a eu quand même des combats dignes d'intérêt présentés plus tôt, notamment en demi-finale. Et je suis curieux de savoir ce que tu aimes du côté du boxeur Sébastien Fundora, qui a battu quand même assez relativement Habib Ahmed. C'est un combat éliminatoire des poids super mi-moyens de la WBA. Est-ce que tu crois à son potentiel dans la division? Parce que tout de suite, j'ai remarqué chez lui, là, ses longs bras, hein, capable, lance beaucoup de coups, très athlétique. Est-ce Mhm. que c'est le real deal ou il ne faut pas trop s'enthousiasmer parce qu'il est quand même au début de sa carrière, là, c'est, je pensais, son 15e ou 16e combat. Là. Ouais. Bah, un travail en progrès. C'est un gars qui est en train de construire sa carrière, donc il ne faut pas tout de suite l'envoyer trop haut, même si lui a dit qu'il était prêt pour un combat contre Julian Williams. Je pense qu'il lui faut encore une ou deux étapes intermédiaires pour être vraiment prêt à ce niveau d'élite, si tu veux. Mais c'est un gars qui a un profil complètement atypique. Là, on parle des super mi-moyens, 154 livres, un boxeur de 6 pieds 6 avec une allonge de 80 pouces. C'est plus que, tout à l'heure, on va parler de Kubrat Pulev. Il a une plus grande allonge que Pulev, qui est un poids lourd. C'est phénoménal. Il a une envergure qui est, euh, qui est incroyable pour cette catégorie. Et c'est ça qui va faire son succès dans le futur, c'est que c'est quelque chose que tu ne vois jamais en face de toi quand tu es un super mi-moyen, un gars
de cette carrure-là, de cette envergure-là. Et donc, ça va être très compliqué de se préparer pour un boxeur comme lui et de pouvoir le contrer dans le ring parce que il va falloir un boxeur qui s'adapte très bien parce que c'est quelque chose que tu vas découvrir à partir du premier round. Tu pourras pas savoir ce que c'est avant. C'est à partir du premier round où tu vas l'affronter que tu vas pouvoir comprendre et décrypter un petit peu son style. On a vu le nombre d'uppercuts qu'il a pu lancer. Son uppercut, il part même pas d'en bas, il est déjà au niveau du visage de l'adversaire quand il le lance. C'est d'ailleurs avec ce coup-là qu'il a signé le début de la fin de Ahmed. Mais c'était impressionnant parce qu'il a une belle variété de coups. Il en lance beaucoup. Il me fait penser en termes de gestuelle un peu à Alberto Machado, qui est lui aussi grand pour sa catégorie avec de longs bras. Et il arrive avec, malgré le fait qu'il soit pas très costaud, si tu veux, il est très fin, mais il arrive à générer quand même beaucoup de puissance par sa technique, par un bon transfert de poids. Et il lance beaucoup, beaucoup de coups. Il lance des longues combinaisons et ça finit par on a vu l'effet que ça a eu. Son adversaire, Ahmed, n'a pas été capable de prendre ces coups-là depuis le premier round et ça s'est terminé très, très rapidement. Je pense que ce physique atypique va créer beaucoup, beaucoup de problèmes à tous ses adversaires dans la catégorie. Donc, il a un gros potentiel à voir s'il va réussir à le remplir complètement, mais c'est un profil tellement unique qui va certainement déranger beaucoup, beaucoup de monde dans cette catégorie. En terminant, pas beaucoup de félicitations là, à faire à l'arbitre Neil Young ainsi qu'au coin du boxeur Francisco Santana pendant Ouais. leur combat contre Osesisto Lopez. Je t'avoue, là, j'ai été vraiment troublé que Santana retourne dans le ring après le 9e round, avait subi une chute à la fin du 8e, avait posé un genou au sol et il titubait. J'avais l'impression qu'il allait se diriger dans mon salon tellement il ne savait pas où aller. Et il n'était vraiment pas en contrôle de ses moyens et ce qui devait arriver arriva. Mais il s'est représenté dans l'arène et je veux dire, à la place de Lopez, qu'est-ce qu'on peut faire? On est là pour se battre, on est là pour gagner un combat, ben, continuer à lancer des coups et pauvre Santana a encaissé des coups complètement inutiles. Finalement, l'arbitre a décidé de s'interposer et on voyait, même après le 8e round, il y en a qui imploraient l'arbitre de mettre fin au combat, une décision que le coin refusait de prendre. Et ce qu'on dit, je n'ai jamais rencontré Santana, mais on dit que c'est un des gentlemen de la boxe. Là. Tous les journalistes américains qui l'ont côtoyé disent il y a une vie après la boxe, c'est un père de famille, c'est un homme brillant, donc c'était pas nécessaire qu'il subisse une raclée de la sorte. Ouais, surtout que c'était pas un combat particulièrement compétitif, c'est un combat où il y avait beaucoup d'action, beaucoup de coups échangés, mais qui était dominé par Lopez. Il avait plus rien, il avait plus de moyens de gagner ce combat-là, Santana. Sa seule manière de gagner, c'était par KO et il avait très très peu de chances d'arriver. Donc l'issue du combat était déjà connue. Pourquoi s'entêter à le faire encaisser autant de coups? C'est surtout du côté de son coin. L'arbitre, oui, aurait dû arrêter plus tôt, mais c'est surtout son coin qui le connaît. Il y a un lien personnel avec lui. Tu peux pas laisser ton boxeur encaisser autant de coups et surtout retourner au combat quand il est déjà mal en point comme ça. Malheureusement, c'est un problème qui revient souvent parce que on voit les coins qui sont parfois un peu trop courageux pour le boxeur, si tu veux. Un coin est censé protéger la santé du boxeur avant de vouloir le pousser à gagner à tout prix, même quand il est loin derrière sur la carte des juges, qui vient d'aller au tapis, qui semble plus en contrôle de tous ses moyens. C'est perturbant, comme tu l'as dit. Et il me semble qu'avec tous les accidents, tous les décès et les hémorragies cérébrales qu'on a eues récemment dans le monde de la boxe dans les 2-3 dernières années, que ça devrait être un problème qui saute aux yeux de tous les acteurs du milieu. Malheureusement, peut-être que c'est l'implication directement dans le combat, qu'on n'a pas ce recul quand on est dans le coin qui nous permettrait de voir vraiment ce qui se passe et d'être honnête avec la situation et de se rendre compte que la meilleure chose à faire, c'est d'arrêter le combat. C'est triste qu'on en revienne à là. C'est quelque chose dont on a déjà parlé au compte de 8 et
dont on risque de reparler encore. Mais c'est vraiment la décision du coin de devoir l'arrêter. Et si le coin ne le fait pas, là, c'est l'arbitre ou le médecin qui doit prendre le relais. Ça a été le cas dans ce combat-là, même si ça a été un peu trop long du côté de l'arbitre. Mais je pense que le premier à devoir prendre cette décision, c'est le coin du boxeur. Ça met parfaitement la table à notre prochain sujet parce que le 28 novembre dernier, il y avait un combat extrêmement attendu sur la scène des poids lourds au Royaume-Uni. Daniel Dynamite Mhm. Dubois qui affrontait Joe Joyce, deux poids Ouais. lourds. On disait le gagnant, là, plusieurs portes allaient s'ouvrir à lui parce que de nombre de ceintures mineures était à l'enjeu. Et bon, Dubois qui a impressionné beaucoup de gens depuis le début de sa carrière, seulement 23 ans, des victoires avant la limite assez spectaculaires, peu d'expérience dans les rangs amateurs comparé à un Joe Joyce qui avait participé aux Jeux Mhm. olympiques, même médaillé d'argent, une très belle carrière dans les rangs amateurs, naturellement plus vieux, et qui a remporté ce combat-là parce que Daniel Dubois a posé un genou au tapis au 10e round après Mhm. avoir reçu un jab à l'œil gauche et sentait que ça allait pas bien et a abandonné. Et ça a fait Mhm. un grand scandale sur les réseaux sociaux parce permets-moi l'expression anglaise, mais on l'a vraiment traité de quitter, qui est quand même une insulte assez forte dans le monde de la boxe professionnelle. Et plusieurs boxeurs ou anciens boxeurs ont participé à la vague là, pour le. C'était carrément du mépris. Hein. David Day, Carl Frampton, Dillian White, Mhm. Matthew McLean, Tony Bellew. Tony Bellew lui a dit quand j'avais 18 ans, mon entraîneur John Doolan, il m'a dit abandonner, là, c'est la première fois qui est la plus difficile parce qu'après ça, ça devient facile. C'est pas compliqué. Hein? Tu l'as déjà fait une fois, ben il n'y a personne qui va t'en tenir rigueur si tu abandonnes pendant un combat. Et là, c'était des réactions à chaud, mais on a appris au cours des derniers jours. Mhm. Bon, il y a le médecin qui a regardé l'état. Il faut savoir que Dillian White, on a examiné son œil gauche immédiatement après le combat et il n'était même pas capable de voir. On a rapidement découvert qu'il souffrait d'une fracture de l'os orbital et on a même dit, le médecin s'est prononcé en disant s'il avait continué le combat, là, il y a de fortes chances qu'il perde la vue de cet œil-là. Et son promoteur, Frank Warren, a dit ben, c'est quoi que vous voulez au juste là, que le boxeur devienne aveugle, il a juste 23 ans, là, ça va avoir des conséquences sur sa vie pour le reste de ses jours. Donnez-lui une chance, s'il vous plaît. Là, il est jeune, qu'il prenne le temps de penser ses blessures tant émotives que physiques. Il va revenir. Tout n'est pas perdu dans son cas, mais s'il vous plaît, là, soyez un petit peu indulgent. Mais malgré ça, là, un nombre de textes d'opinion aussi qui ont été écrits là, pour vraiment dire Mhm. que Dubois n'avait pas livré la marchandise, à la limite, qui était pratiquement un lâche. Ouais, c'est ce que j'ai entendu tout de suite après le combat. Frampton et David Haye étaient les analystes à la télé anglaise, télé britannique, et c'est tout de suite ce qu'il parlait tout de suite de ça, qu'il a abandonné, que c'était qu'il avait une faiblesse mentale, etc. Et au début, j'ai embarqué un petit peu dans leur jeu. Quand j'ai vu le jab atterrir sur l'œil et qu'il a mis un genou à terre, j'ai tout de suite pensé à une fracture. Mais ensuite, dans l'entrevue d'après-combat, il n'en a pas fait mention. Il a dit qu'il ne voyait plus de cet œil-là. Euh, donc, au début, j'étais un petit peu d'accord avec eux, mais j'ai rapidement changé mon fusil d'épaule, surtout après avoir eu la confirmation qu'il y avait bel et bien une fracture. J'ai vu quelques-uns parler, par exemple, de Naoya Inoue, qui a lui aussi eu une fracture à l'os orbital, sauf que lui, c'était une coupure qu'il avait, donc il pouvait quand même, et le sang ne coulait pas dans son œil, donc il pouvait voir les coups arriver et continuer à boxer. J'allais dire, c'est que de la douleur, quand même déjà pas mal, non? Mais il est capable de continuer à boxer alors que Dubois, lui, il voyait plus rien et le jab arrivait de ce côté-là et il allait se faire frapper sur la fracture encore, encore et encore. Et j'ai rapidement pensé aussi à Antonio Margarito. Je sais pas si tu t'en souviens, son combat contre Manny Pacquiao, lui, c'était les deux yeux qui étaient fermés. Hein. Il avait, il était dévisagé complètement. Et c'est ultimement ce qui a mis fin à sa carrière parce qu'il n'a jamais récupéré de ses blessures à l'œil. Il avait eu lui aussi une fracture à l'os orbital et cette fracture-là n'a jamais guéri comme il faut et c'est finalement ce qui l'a poussé à prendre sa retraite. Alors dans le cas d'un boxeur comme Margarito, c'était la fin de sa carrière déjà, ça tirait sur la fin, donc c'est pas dramatique. Là, on parle d'un boxeur de 23 ans
qui a encore toute sa carrière devant lui. Une défaite, il peut s'en remettre. Une blessure qui s'aggrave comme ça, il pourrait ne jamais s'en remettre s'il avait continué le combat. Donc, c'est facile à dire quand on est sur le bord du ring, quand on est dans les estrades, oh, il aurait dû se relever, il restait que 2 rounds, il aurait pu en faire plus. Je pense que c'était une sage décision de la part de Dubois, parce qu'il a peut-être sauvé sa carrière et il est encore assez jeune pour rebondir. Il, je pense que je pensais avant le combat que c'était le boxeur qui avait le plus de potentiel chez les poids lourds. Peut-être que je me suis trompé, mais ça reste un des boxeurs un de ceux qui a le plus gros potentiel et il l'a pas encore atteint, bien évidemment. Il y a encore le temps de travailler là-dessus et il va, j'en suis certain, revenir plus fort. Il manquait peut-être cette étape intermédiaire dans son développement. Je trouvais que c'était peut-être un petit peu rapide de le faire affronter Joyce tout de suite parce qu'il n'avait pas eu. Je pense que son meilleur adversaire en carrière, c'était Nathan Gorman, un autre espoir anglais, mais qui, s'il t'offre Gorman un petit défi technique, il t'offre pas un gros défi physique comme ça peut être le cas pour Joyce. On parle souvent de l'importance d'accumuler les combats pour les jeunes boxeurs. C'est parce que tu veux qu'ils aient cette expérience dans le ring. Et quand on parle d'expérience, eh ben, on parle de choses comme ça, de coupures, de deuil qui gonflent. Si c'était arrivé peut-être un peu plus tôt dans sa carrière à Dubois contre un adversaire contre lequel il était bien plus outillé techniquement, son talent aurait compensé la blessure et il aurait appris à gérer un peu mieux ce genre de blessure dans un combat. Là, à ma connaissance, c'était la première fois qu'il avait une blessure de ce type-là. Et quand c'est contre un boxeur du niveau de Joe Joyce, et ben là, ton talent peut plus compenser. Et si tu n'as pas appris à boxer, à empêcher l'adversaire d'aggraver cette blessure, et ben tu peux pas improviser dans ce genre de combat. C'est un petit peu ça aussi qui a été son gros point faible dans ce combat-là, c'est qu'il s'est jamais adapté au jab de Joyce. Il a jamais bougé la tête. Il s'est fait frapper par le jab dès le premier round et à chaque round jusqu'au dernier. Donc, peut-être que s'il avait eu un peu plus d'expérience dans son développement, que s'il avait déjà eu ce genre de blessure, il aurait su comment réagir un petit peu mieux. Mais bon, écoute, c'est facile de réécrire l'histoire après, mais je pense que c'est très, très sévère comme jugement envers Dubois de dire qu'il a abandonné, que c'est un lâche, entre guillemets. C'est pas nous qui prenons les coups dans le ring. Et écoute, c'est juste de la boxe. C'est juste un combat. Il peut encore revenir. Il a encore largement le temps et je pense qu'il va le faire. Et écoute, props à Joe Joyce qui lui a fait un très bon combat de son côté. Ouais, ça rejoint pas mal en tout point l'analyse du promoteur rival Eddie Hearn. Hein? Il ne pouvait pas s'empêcher de donner son opinion, même quand on lui demande pas. Lancer un jab à Frank Warren en disant avait un peu monté trop vite, hein, Daniel Dubois. Pas beaucoup d'expérience dans les rangs amateurs. Là, on a fait vraiment sauter une étape trop grande. Des fois, c'est toujours. On peut dresser des parallèles, mais un boxeur comme Andy Ruiz, a pas nécessairement les qualités physiques qu'on recherche de nos jours chez les poids lourds, mais c'est quelqu'un qui possède une solide technique et qui peut un soir donner vraiment de beaucoup de difficultés à n'importe qui. Il faut être équipé pour le battre. Et j'ai l'impression que Joe Joyce, hein, tu l'avais surnommé affectueusement le George Foreman des pauvres. Eh bien, on a vu qu'il est capable de boxer. C'est un boxeur qui possède, oui, certains vilains défauts, là, notamment très lent, mais possède en contrepartie des qualités assez impressionnantes. On a vu la lourdeur que ses coups peuvent avoir. Donc, assurément à surveiller parce que ses prochains combats risquent d'être importants pour lui. Là, il a saisi l'occasion qui se présentait. Ouais, et je trouve qu'il est très sous-estimé, Joyce, justement parce que son style n'est pas particulièrement spectaculaire. Mais il fait quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'il a compris son identité de boxeur. Il comprend ses qualités, il comprend ses défauts, et il s'est fait un style de boxe qui met en avant ses qualités et qui gomme un petit peu ses défauts. Son jab, par exemple, est tellement efficace parce que
l'adversaire voit sa lenteur, il voit que les coups arrivent pas rapidement, donc il se dit: «Je vais avoir le temps d'esquiver, ces coups qui arrivent lentement». Et quand le jab arrive, et ben, bing, la tête part en arrière et on se fait frapper régulièrement par ce jab. J'ai l'impression que, ben, j'ai pas l'impression, ça s'est vu dans son visage que Dubois a été très, très surpris de se faire atteindre aussi souvent. Et c'est cette manière de lancer le jab. Quand tu regardes Dubois, il garde sa main gauche comme la plupart des boxeurs au niveau de la tempe. Et donc le jab doit partir de la tempe pour arriver jusqu'au visage de l'adversaire. Joyce, lui, fait un petit peu ce que faisait George Foreman, garde sa main gauche bien en avant. Au lieu de bloquer le coup, il va parer les coups. Et comme cette main gauche est déjà en avant, il a juste à étendre le bras pour arriver jusqu'au visage de l'adversaire sur son jab. Son jab parcourt une distance beaucoup plus courte qu'un jab normal et ça lui permet de compenser son manque de vitesse, voire sa lenteur, avec justement cette manière de lancer le jab qui est avec la main qui est déjà en avant. S'il peut faire ça aussi, c'est parce qu'il a une bonne mâchoire, donc il n'est pas obligé de garder la main en position défensive tout le temps. Donc c'est une bonne compréhension de ses qualités et ses défauts et une bonne utilisation de sa technique pour la rendre plus efficace. C'est pas super esthétique ce que fait Joyce, mais c'est très efficace. Et je pense que c'est pour ça qu'il est sous-estimé parce que les gens trouvent pas particulièrement beau sa manière de boxer. Mais écoute, la technique, c'est pas forcément l'esthétisme, c'est surtout l'efficacité. Et son style à Joyce, il est très efficace. Il a remporté ce combat-là uniquement avec son jab. Il aurait pu ne lancer aucun autre coup que le jab et il aurait quand même gagné le combat. C'est un gars qui a des qualités. Il a une super, super bonne mâchoire parce qu'il a encaissé des coups de puissance de Dubois et il n'a pas bronché, alors que c'était des coups qui assommaient les adversaires précédents de Dubois. Euh, il a montré aussi, alors que d'habitude c'est un rouleau compresseur, Joyce, c'est un gars qui avance énormément. Là, il a montré un bon jeu de pied aussi. Il était très mobile pour un gars de 260 livres. Il bougeait très bien. Et ça, je pense que ça a aussi dérangé Dubois, qui s'attendait à avoir un gars un peu plus agressif en face de lui, qui pourrait utiliser son agressivité pour le contrer, pour être à la bonne distance et lancer des combinaisons. Ça a été moins le cas. Et il s'est vraiment reposé sur ce jab qui est, comme tu l'as dit, extrêmement lourd et qui, le dommage s'accumule rapidement. On a vu le nez de Dubois commencer à saigner dès le deuxième round et l'œil très rapidement aussi qui a commencé à gonfler. C'est un jab qui cause des blessures au visage de l'adversaire. Donc ça va être une arme très très efficace pour peu importe contre qui il va se battre. Euh, c'est un boxeur, Joyce, qui a ses défauts qui sont très visibles, mais qui arrive à les gommer par son style et qui arrive à être tout de même très très efficace. Donc c'est quelque chose que j'admire chez lui parce que c'est pas tous les boxeurs qui ont cette conscience de leur identité de boxeur. Adrien, il va y avoir un super samedi dans le monde de la boxe. Les principaux diffuseurs ont décidé d'y aller à l'avant avec des cartes. Bon, il y a naturellement DAZN avec une de ses têtes d'affiche, Anthony Joshua, mais ESPN et Showtime, dans le truchement de PBC, ils sont aussi pas nécessairement les plus grands boxeurs de leur écurie, mais des boxeurs très intéressants, jeunes boxeurs très intéressants à surveiller. Mais avant toute chose, il y a un combat qui est présenté demain, mercredi, sur les détenteurs de l'UFC Fight Pass. Généralement, hein, quand on est amateur de sport de combat, on aime tant, comme c'est mon cas, les arts martiaux mixtes, on suit ça du coin de l'œil. Et il y a un combattant qu'on connaît bien, Uriel Gonzalez. Hein, il a déjà affronté Francis Lafrenière, Steven Butler et même Patrice Volny. Et il affronte un jeune boxeur mexicain âgé de 25 ans qui s'appelle Lester Martinez, qui a lancé sa carrière professionnelle en battant un certain Ricardo Mayorga en avril 2009. Bon, c'était pas le Mayorga de 2003, mais c'était quand même commencé sa carrière sur les chapeaux de roue. Et pourquoi je m'intéresse à Lester Martinez? Eh bien, parce qu'on sait, les boxeurs mexicains ont souvent tendance à commencer très jeune leur carrière professionnelle. Hein. Canelo, à 15 ans, était déjà dans un ring de boxe. Et Martinez, c'est un boxeur qui a connu sa part de succès dans les rangs amateurs. Au chapitre des Amériques, là, pas nécessairement connu, pas remporté de médaille d'or olympique, mais on sait à quel point on n'en voit pas tant des Mexicains s'illustrer comme ça sur la scène amateur. Et Martinez est un de ceux-là. Fiche de 6 victoires contre aucune défaite, 6 victoires par knockout. Donc, bref, je vais jeter un coup d'œil sur ce combat-là mercredi.
comme je le mentionnais, samedi sur DAZN, combats principaux à compter de 17h. Anthony Joshua qui affronte Kubrat Pulev. On en a quand même un peu parlé à notre dernier épisode sur les combats qu'il avait à surveiller d'ici la fin de l'année. C'est le retour de Joshua après 1 an d'absence, a vengé sa défaite contre Andy Ruiz. Bon, on a un peu déjà parlé des forces en présence en parlant de Pulev. Ouais. Mais je voulais savoir surtout, Adrien, est-ce que son dernier combat contre Andy Ruiz, dans le fond, a vengé la défaite qu'il avait subie? Est-ce que tu traites vraiment ça aujourd'hui comme une erreur de parcours? On a sous-estimé le grassouillet Ruiz. C'est pas nécessairement présenté au sommet de notre forme. Est-ce que la revanche t'a convaincu que Joshua est de retour un peu là où on le positionnait avant ce combat contre Andy Ruiz? Oui et non, parce que ça a effacé la défaite dans le sens où il a récupéré ses ceintures. Euh, je pense qu'il avait largement sous-estimé Ruiz, qui avait bien joué le jeu du boxeur qui savait un petit peu son rôle. Je m'en souviens qu'il était allé prendre une photo avec la ceinture de Joshua, un peu comme un fan qui va prendre une photo avec le champion. Il avait l'air du gars qui arrivait, qui avait accepté déjà son rôle de faire valoir et qu'il était là juste pour que c'était déjà une victoire pour lui de décrocher ce combat-là. On s'est vite rendu compte que c'était pas du tout le cas. Je pense qu'il y avait aussi énormément de pression autour de Joshua et qu'il y a cédé. Il y avait la pression depuis le début de sa carrière. Il a de la pression parce que c'est un boxeur qui est champion olympique. Donc forcément, ta carrière est scrutée dès le début. Mais depuis le début de sa carrière, c'était la pression du résultat. Là, comme c'était ses débuts aux États-Unis, il y avait aussi la pression de la manière. Il y avait aussi une semaine avant Deontay Wilder qui avait réussi un des KO de l'année contre Dominic Breazeale. Donc il y avait tout ça à prendre en compte. Il se devait d'être spectaculaire, il se devait de réussir un KO rapide si possible, et donc d'être plus agressif que ce qu'il aurait dû être. Et c'est pour ça qu'il a été contré. Euh, Contre un gars comme Ruiz qui a des mains très très rapides, la pire chose à faire, c'est d'échanger des combinaisons avec lui, parce que ces 3, 4, 5e coups, ils vont arriver avant les tiens, comme il a les mains plus rapides. Et c'est ce qu'a fait Joshua et c'est comme ça qu'il s'est fait contrer. Mais s'il a fait ça, c'est parce qu'il voulait obtenir un KO rapide, parce que c'était ses débuts aux États-Unis. On a vu dans la revanche un Joshua beaucoup plus mesuré. Là, l'important, c'était pas de bien paraître, mais c'était de gagner le combat. Et il a fait avec ses atouts et en limitant aussi les atouts de Ruiz. Si tu vois les deux boxeurs, la meilleure manière pour Joshua de gagner, c'est d'utiliser sa portée, de rester à distance et de se déplacer. C'est ce qu'il a fait dans ce deuxième combat, qu'à mon avis, il aurait fait dans le premier combat s'il n'y avait pas tout ce contexte de début aux États-Unis, tout ce que j'appelle cette pression qui était autour de lui, de pression de la manière et non pas du résultat. Et je pense que c'est à ça qu'il a cédé dans ce premier combat, mais ça a aussi mis en lumière le plus gros défaut de Joshua qu'on avait déjà entrevu contre Dillian White ou contre Vladimir Klitschko, c'est que c'est pas un très bon encaisseur. Il a une mâchoire assez douteuse. Et chez les poids lourds, eh ben, on- je vais réutiliser la même analogie d'avec Klitschko. C'était le même problème qu'avait Vladimir Klitschko, c'est que il, il avait le contrôle technique des combats, mais parfois quand il prenait une bonne claque, eh ben, il tombait, il se faisait passer le KO par des boxeurs qui étaient moins talentueux que lui. Et je pense que c'est un peu la même chose qui va arriver à Anthony Joshua tout au long de sa carrière. Euh, on a pu voir le combat de Joyce contre Dubois, à quel point il est capable d'encaisser des coups de puissance sans broncher. Je pense pas que Joshua soit capable de faire ça. Donc il y a toujours ce danger chez Joshua que s'il se fait atteindre solidement, et ben ça peut être la fin de la soirée. Inquiétude qu'on n'a pas forcément avec d'autres boxeurs, comme par exemple Fury ou Joyce, comme on vient d'en parler. Eye of the Tiger Management, on voulait organiser un combat au Québec quelques jours avant Noël. On a annoncé formellement aujourd'hui que c'était annulé. Là, ce projet-là est remis à plus tard. Dans les circonstances, là, avec l'évolution de la situation de la pandémie, on a préféré passer notre tour, là, surtout que bon, les instructions de la santé publique sont peut-être sur le point de changer, donc c'était préférable pour l'organisation là, de ne pas aller de l'avant. Donc, comme on l'a déjà fait avec d'autres boxeurs, on en envoie au Mexique pour
une autre présentation de la série Commando. Ça va mettre en vedette notamment Luis Santana, qui avait disputé son premier combat professionnel là-bas, une victoire assez expéditive. Avery Martin Duval et Christian Mbili. Pour lui, c'est un premier combat depuis qu'il s'est joint à Eye of the Tiger Management. Il va affronter un certain Rolando Paradès, un nom qui nous dit évidemment quelque chose parce qu'on l'a déjà vu au fil des années contre Eric Bazignan, Nurzat Sabirov et Lexon Mathieu. Au niveau où Mbili en est rendu dans sa carrière, je ne sais même pas si on peut appeler ça un combat de remise en forme. Là. Ça me fait penser à moi quand je me suis procuré un vélo cargo. Là, j'allais faire un tour dans la ruelle juste pour être certain de ce que je faisais. Puis ensuite, rapidement, bon, on embarque les enfants et on part au grand air. J'ai de la difficulté. Là. C'est vraiment ça qu'il y avait. Là. C'est comme s'il n'y avait pas d'autres options sur la table pour Mbili. Ouais, bah il faut faire attention en ce moment avec la pandémie. Les revenus sont moindres, donc c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher des adversaires plus de meilleur niveau. On peut le faire quand c'est des grandes vedettes comme Joshua ou autre, mais quand on parle de combat de développement, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas les revenus qui suivent du côté du promoteur. Donc, c'est un combat pour rester actif. Faut dire aussi que j'ai entendu une entrevue de notre collègue Benoît Baudouin avec Christian Mbili et il racontait tous les problèmes parce qu'il a signé avec Eye of the Tiger Management. Il normalement s'entraîne avec Mark Ramsey, sauf que là, il était retourné en France. Il pouvait pas revenir à cause de tous les protocoles Covid. Donc, il avait un programme d'entraînement à distance où, bon, on sait que c'est un très bon professionnel, Christian Mbili, qui s'entraîne parfaitement, qui sait ce qu'il doit faire dans le gym, mais c'est quand même pas pareil de s'entraîner alors que ton entraîneur t'envoie des consignes à distance, que ce soit par téléphone ou par courriel. Il n'est pas là dans le gym avec toi. Heureusement que Christian Mbili a beaucoup de contacts en France parce que, bien évidemment, il est français, il a fait toute sa carrière amateur là-bas, donc il connaît beaucoup d'entraîneurs, il connaît aussi beaucoup de boxeurs avec qui il a pu faire du sparring, mais c'est jamais évident de s'entraîner dans des conditions comme ça. Donc, tu veux pas non plus l'envoyer dans un combat compliqué alors que sa préparation est pas optimale comme ça. C'est vraiment, à mon avis, question de rester actif et de rester dans le bain et de pas rouiller en ne combattant pas. Mais je suis pas inquiet pour le résultat de ce combat-là. Mais écoute, c'est impossible de faire des galas ici en ce moment, donc il faut forcément les organiser à l'étranger. C'est une logistique assez compliquée à mettre en place, surtout que Christian, lui, est pas au Québec, mais en ce moment en France, donc c'est encore plus compliqué de le ramener par avion. Faut pas être trop sévère sur le choix des adversaires en ce moment, jusqu'à ce que le public puisse retourner dans les arénas. Je pense qu'on va avoir beaucoup de combats de ce style-là pour les boxeurs qui sont en développement et les seuls qui pourront décrocher des combats plus significatifs contre des adversaires plus intéressants, c'est ceux qui sont rendus à un niveau mondial, qui sont soit dans des combats éliminatoires, soit dans des combats pour des ceintures. Oui, parce qu'on le voit, hein, les combats les plus intéressants, c'est forcément, il faut être supporté par la télévision américaine ou encore britannique. Et malheureusement, pour Mbili, on cogne hein, à la porte. On sent qu'on n'est pas si loin là, de se retrouver dans un combat d'envergure, mais malheureusement, comme tu l'as bien évoqué, là, la pandémie bouleverse un peu les plans. Parlant de boxeurs qui sont rendus au sommet d'une certaine manière, ça commence samedi, ça se poursuit samedi 21h, une production de Showtime et c'est télédiffusé sur TSN 3 ici au Canada. Chris Colbert qui affronte Jamie Arboleda. Colbert, lui, à son dernier combat, s'est emparé du titre intérimaire des superplumes de la WBA en battant Jezreel Corrales en janvier. Et il affronte Jamie Arboleda, donc un gaucher qui a, lui, de son côté, difficilement battu Jason Velez à son dernier combat parce qu'il s'est retrouvé au plancher au 12e et dernier round, emporté de justesse sur les cartes des trois juges. Beaucoup de victoires par knockout,
Mais Colbert, hein, c'est le boxeur qui est peut-être le plus scientifique. Hein. Lui, je pense 5 victoires par Ouais. knockout depuis le début de sa carrière. Et tu sais que j'adore raconter cette anecdote ici au compte de 8. Mais Colbert était pressenti pour faire partie de l'équipe américaine aux Jeux olympiques de Rio et lui avait décidé non, je ne Mhm. participe pas à ces qualifications-là. La boxe amateur, pour moi, c'est terminé. Il y a trop de politique. Je m'en vais chez les pros et maintenant, ben, il est détenteur d'une ceinture. Ouais, et il m'a beaucoup impressionné dans ce combat contre Corrales. C'est un très très bon technicien. C'est un gars qui a... Le seul truc qui lui manque, c'est la force de frappe. C'est aussi une question dans sa manière de boxer qui ne cherche pas le chaos. Il cherche vraiment le contrôle de la distance, le contrôle de l'adversaire. Donc c'est aussi pour ça qu'il a peu de chaos à sa fiche. Mais c'est un excellent technicien. Il va être à suivre. Je pense qu'il va remporter ce combat-là, mais il pourra déranger beaucoup, beaucoup de monde dans cette catégorie parce que techniquement, il y en a très peu qui pourront rivaliser avec lui. Euh, à mon avis, la manière de le battre, c'est de lui imposer un défi physique et de lui faire mal. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que c'est un gars qui a une bonne défense qui va être dur à attraper. Donc, c'est un boxeur qui va être très, très intéressant pour la suite, même si c'est pas le gars qui va te donner le chaos spectaculaire, qui va te donner les highlights qui permettent de vendre aujourd'hui un boxeur. C'est quand même, il va t'offrir des performances qui sont impressionnantes au niveau technique. Et pour les puristes de boxe, ben c'est toujours un plaisir de le voir en action. C'est vraiment pas une vilaine carte, Adrien. Je t'avouerai, demi-finale Ouais. Ronald Ellis qui affronte Matvei Korobov. Mhm. Korobov, ben, on l'a déjà vu, hein, était déjà pressenti Ouais. un jour pour être une des grandes vedettes du sport. Hein, s'était fait passer un KO par Ndeli, un combat dont on Ouais. se souvient encore aujourd'hui. Et surtout, l'espoir invaincu, Richardson Hitchens, c'est un protégé pardon, de Floyd Mayweather et il affronte le vétéran Algenis Mendez, qui lui, on a vu, revu et Mhm. revu contre Frances Ouais. Berthelemy, Robert Easterfist, Luke Campbell, mais 2 verdicts nuls à ses 2 derniers combats. Une Mhm. occasion là, pour Hitchens de gagner de l'expérience et de gagner encore en crédibilité. Ouais, et c'est un très bon adversaire pour lui parce que Mendes est monté de catégorie et s'il a encore la technique qui était la sienne depuis le début de sa carrière, au niveau physique, ses coups portent moins, il encaisse moins bien, donc c'est une très bonne expérience pour un boxeur qui monte parce que il va t'offrir un défi technique, mais tu vas pouvoir le surmonter par ton avantage physique sur lui. Et donc, c'est une bonne manière de te mettre en difficulté, mais en te donnant même les outils pour remporter ce combat-là. Donc, je pense que c'est du bon matchmaking dans son développement. Et ça se termine samedi à compter de 22h sur ESPN et TSN 5. Ici, Shakur Stevenson qui affronte Tokakan Clary. Shakur Stevenson, ben, on sait, hein, a renoncé à sa ceinture des plumes de la WBO dans l'objectif de passer à la catégorie supérieure. Donc, ce sera son deuxième combat chez les super plumes. Et là, il affronte un gaucher parce qu'au combat suivant, on vise 2 boxeurs et non les moindres, Vasily Lomachenko ou encore le protégé de Golden Boy, Jojo Diaz. Mhm. On met quand même les attentes élevées. C'est normal, hein, parce Ouais. qu'on veut que les gens s'intéressent au combat de Stevenson samedi, donc on annonce un peu ce qui s'en vient. Mais une Mhm. confrontation juste contre Lomachenko, ça fait rêver. Ouais. Je trouve que c'est peut-être un petit peu tôt, mais en même temps, je disais la même chose de Teofimo Lopez et il m'a fait mentir. Donc, je suis quand même toujours un partisan de la patience chez les jeunes. Il faut faire en sorte, comme on disait tout à l'heure avec Dubois, qu'ils aient des mauvaises expériences dans le ring avant d'arriver dans les grands combats pour savoir comment réagir à ce moment-là. Shakur Stevenson, il n'a jamais eu de mauvaise expérience dans le ring parce qu'il ne s'est jamais atteint. Si tu attends qu'il y ait une mauvaise expérience, tu pourrais attendre très très longtemps. Donc, techniquement, il est prêt. C'est juste le petit détail ce pourquoi je pense qu'il faut toujours être patient et développer tranquillement les boxeurs, c'est pour qu'ils soient prêts à toute éventualité, qu'ils aient déjà tout connu dans le ring avant d'arriver dans ces grands combats. Euh, Contre Lomachenko, ça serait tout un combat parce que c'est deux excellents techniciens. Shakur, on connaît sa défense, c'est un gars qui ne se fait jamais atteindre solidement, qui se déplace très bien, qui esquive très bien, qui a une super gestion de la distance.
Mais tout ça, on peut le dire aussi de Lomachenko. Euh, et Stevenson, entre-temps, a développé une boxe un peu plus offensive. Il cherche un peu plus à faire mal. Euh, je pense que ça, il y a une influence de Terence Crawford là-dedans. Euh, il a une boxe qui est de plus en plus adaptée aux professionnels. Et c'est beau à voir du côté de Stevenson, qui est encore très très jeune, donc il y a encore de la place pour s'améliorer. Je ne sais pas jusqu'à où il va monter, mais ça risque d'aller très très haut. J'aimerais le voir d'abord contre Jojo Diaz. Le défi serait moins grand que Lomachenko, mais serait quand même très intéressant parce que Diaz, non seulement est un bon technicien, mais est aussi un gars très très actif qui aime lancer beaucoup de coups, qui aime se bagarrer. Et ça, c'est le genre de combattant que Stevenson a peut-être un petit peu moins vu dans sa carrière, des gars qui vont être en mesure de le forcer à échanger de temps en temps, pas tout au long du combat, mais à certains moments du combat qui vont réussir à le coincer dans les cordes ou à le forcer à échanger avec eux. Et là, on va voir un aspect qu'on n'a pas encore vraiment vu chez Stevenson, et on va en apprendre un petit peu plus sur lui dans contre ce genre de boxeur-là. Donc, j'aimerais bien voir un combat contre Diaz avant de vouloir passer à Lomachenko. Et encore là, une demi-finale et un combat préliminaire assez intéressant. Donc, confrontation entre Félix Verdejo qui affronte Masayoshi Nakanishi. Lui, le japonais, c'est sa seule défaite en carrière, c'est contre un certain Teofimo Lopez. C'était à son dernier combat en juillet 2019. Il y a pas mal plus gênant. Il y a bien des choses plus gênantes dans la vie qu'une défaite contre Teofimo Lopez. Et surtout, le plus important, Edgar Berlanga. Il y avait été question que Francis Lafrenière l'affronte, mais finalement, ce sera Ulises Sierra. Mais pourquoi on s'intéresse à Berlanga qui a 23 ans? C'est parce qu'il a gagné ses 15 premiers combats par knockout au premier round. Donc, est-ce que la séquence va se continuer? À son dernier combat, il affrontait un boxeur qui avait eu 5 défaites. On se disait, il va être capable au moins d'endurer quelques rounds. Et non, ça s'est terminé en moins de 3 minutes. Donc, il y a comme un suspense intenable jusqu'à samedi. Ouais, et peut-être qu'il va courir autour du ring avec les deux mains bien levées pour être le premier à se rendre au deuxième round. Mais plus sérieusement, Berlanga est très très impressionnant avec de la puissance dans les deux mains. À chaque fois, c'est un extrait qu'on a vu. On n'a pas eu le temps de le voir encore dans un combat complet. C'est comme si on voyait des highlights à chaque fois. Ça dure 2 minutes, 1 minute 30. C'est très très rapide, donc on n'a pas vraiment le temps de se faire un avis solide sur ce boxeur-là. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a énormément de puissance dans les deux mains, mais après, on l'a pas encore vu. On n'a pas encore vu. Un autre aspect, c'est comment est-ce qu'il encaisse, comment est-ce qu'il prend les coups, comment est-ce qu'il réagit sur le long terme, est-ce qu'il se fatigue ou est-ce qu'il garde le même niveau d'intensité, est-ce que sa puissance est seulement dans les premiers rounds ou est-ce qu'il l'amène tard dans le combat. Donc ça, on va avoir les réponses au fur et à mesure quand le niveau d'adversité va augmenter. Mais pour l'instant, ce qu'on a vu de lui, c'est extrêmement impressionnant. Et je pense que du côté de son promoteur, on veut continuer à lui faire affronter des adversaires très prenables comme ça jusqu'à ce que sa série de KO au premier round s'arrête. Parce qu'on veut améliorer ce record, entre guillemets, et faire en sorte, parce que c'est très vendeur quand tu as un boxeur comme ça. S'il se rend à 17, 18, 20 KO premier round, c'est la seule chose que tu vas entendre dans la promotion de ses combats suivants, c'est que c'est un gars qui a cette série incroyable de KO. Dans le combat précédent, Verdero, ça me semble très intéressant parce que si Teofimo Lopez a battu le japonais, il l'a battu en décision et il a quand même, il n'avait pas été aussi impressionnant qu'il l'a été dans d'autres combats. Ça avait quand même si le japonais n'était pas en mesure de remporter ce combat-là, il avait offert une bonne opposition. Et là, en face, on a Verdero qui est un très bon espoir portoricain, mais qui a montré des signes au niveau mental. Il n'est pas toujours le plus focus.
c'est pas le gars le plus concentré, le plus sérieux, j'ai l'impression, dans sa préparation non plus. Donc, c'est possible que ça lui pose des problèmes, ce combat-là, parce que ça va pas être un adversaire qui va venir pour se faire battre, qui a déjà accepté la défaite. C'est un gars qui va le faire travailler. Et avec Verdero, j'ai l'impression qu'il a dominé les premiers rounds parce que sa technique, sa vitesse, son talent, tout simplement, va lui permettre de prendre le dessus au début. Est-ce qu'il va être en mesure de tenir ça jusqu'à la fin du combat? Je suis pas certain. Et ça va être intéressant à voir et ça va nous en dire un petit peu plus sur Verdero. J'ai encore des doutes dans son cas. Je suis pas certain qu'il ait tous les outils. Et là, je parle pas de technique ou de physique, ça il les a. Mais au niveau de la préparation mentale, au niveau de l'approche du combat, je suis pas certain que qu'il qu'il ait tous les outils pour devenir un grand champion. Adrien, c'est ce qui fait le tour complet de l'actualité pour cette semaine. Comme à l'habitude, ben, je vous invite à visiter notre page Facebook Le Compte de 8 ou encore rds.ca/balado diffusion pour découvrir tout le contenu qui vous est proposé. Donc, au nom de Luc Dansereau à la production, Olivier Côté à la mise en onde et Adrien Meur, ici Francis Paquin qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à la prochaine. Ciao!